pourquoi s'autoréguler? Et qui plus est, pourquoi parler d'autorégulation dans une conversation sur la motricité, ici sur le podcast Bouger pour grandir? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et pour laquelle j'ai invité nul autre que l'ergothérapeute Isabelle Babington pour nous éclairer. Isabelle, c'est qui? C'est l'autrice du livre L'enfant extraordinaire, la cofondatrice de la Maison des enfants extraordinaires, mieux connue sous l'acronyme MIX, et une formatrice reconnue dans le domaine de l'intégration neurosensorielle en France. À quoi t'attendre de cet épisode? Isabelle va nous décrire ce qu'est l'autorégulation, les profils d'enfants avec différents types de défis d'autorégulation et surtout en fonction des âges, ça va changer, et va nous partager beaucoup de stratégies pratiques pour aider les enfants à s'autoréguler en classe, en groupe et aussi sur une base individuelle à la maison. Un épisode qui s'annonce enrichissant, autant pour le parent, l'éducatrice, l'enseignant et l'intervenant. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Isabelle, c'est tout un honneur et plaisir de te recevoir pour parler d'autorégulation. Merci Josiane, merci de m'avoir invitée. Pourrais-tu te présenter un petit peu et surtout nous dire comment tu en es venue à bien connaître le sujet de l'intégration sensorielle et de l'autorégulation qu'on va discuter ensemble aujourd'hui? Alors moi, je suis ergothérapeute, j'ai fait mes études en France, mais rapidement, je suis partie à l'étranger. J'ai commencé à Montréal d'ailleurs. Oh! Et puis ensuite, je suis partie aux États-Unis où j'ai passé plus de 20 ans en devenant occupational therapist. Et c'est là que j'ai entendu parler de l'intégration neurosensorielle quand je me suis spécialisée en pédiatrie. D'accord. Puis j'ai commencé à l'enseigner en 2003. En 2016, j'étais à Washington. J'ai rencontré une maman d'enfants extraordinaire qui était aussi entrepreneuse et qui m'a proposé de la rejoindre avec une petite équipe dans le sud de la France pour construire ensemble la MIX, la Maison des enfants extraordinaires. Et l'idée de la MIX, c'est une approche pluridisciplinaire autour de l'enfant et de son écosystème, c'est-à-dire l'enfant va mieux quand son écosystème est le meilleur possible. Et ça commence donc par les parents et les professionnels du territoire qui sont formés pour reconnaître ce type de troubles. Voilà, donc très vite, nous avons accueilli des enfants, des parents et des professionnels sur notre territoire et sur toute la France. J'ai écrit un livre qui est sorti en 2018, donc qui est toujours disponible maintenant en poche. J'ai créé une formation en distanciel avec toujours cette idée que les parents ont besoin de mieux comprendre les comportements de leurs enfants et que mieux ils décodent les comportements, mieux ils y répondront et plus la vie quotidienne sera fluide. Parce que finalement, c'est ça. Ça va de soi, oui. Alors, le chapitre de l'autorégulation, ça fait partie des particularités sensorielles, de l'intégration sensorielle. Bien, merci pour cette présentation. Ça nous permet de mieux te connaître et pourquoi pas se lancer dans le sujet avec une définition de ce que c'est l'autorégulation. Oui, parce que tu parlais tantôt aussi de niveau d'éveil, on peut aussi parler d'état de vigilance. C'est la capacité d'une personne et donc aussi d'un enfant à se rendre disponible, présent à une tâche. Il faut être suffisamment éveillé, mais pas trop excité. Il ne faut pas être trop fatigué. Il faut pouvoir être alerte,
comme un petit moteur qui tourne juste à la bonne vitesse. Si le moteur tourne trop vite, on peut vite désorganiser son corps, ses gestes, ses réponses. Si le moteur tourne trop lentement, on a du mal à se mettre en mouvement, à se motiver. Donc, on voit que l'autorégulation, c'est cette capacité à rester suffisamment alerte, avoir un moteur qui tourne à la bonne vitesse en fonction de l'activité qu'on est en train de faire. J'aime ça ton exemple de moteur. Est-ce qu'on pourrait l'amener plus loin puis comparer peut-être un moteur qui roule trop vite sur une route de campagne ou un moteur qui roule trop lent sur une autoroute, quand tu parles du lien entre la vitesse du moteur et le contexte? Et dans les deux cas, ça peut mener à des complications. Oui, on sait bien. D'ailleurs, on le demande aux enfants. Si ton moteur tourne trop vite, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Ah bah, je vais avoir un accident ou bien la voiture va exploser. Ah oui, et l'explosion chez toi, ça se manifeste comment? Donc nous aussi, on explose quand notre moteur va trop vite. Et inversement, quand un moteur est trop lent, on dérange les autres, on arrive en retard. Et donc, on peut vraiment utiliser cette métaphore. Ouais, j'aime ça. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, la métaphore, mais on l'utilise beaucoup. J'ai suivi ces cours-là et ça parle beaucoup aux enfants. Mais tout à fait. Donc, l'éveil, est-ce que c'est la même chose que quand on est réveillé versus fatigué ou ça va un petit peu plus loin le concept d'état d'éveil du système nerveux? Je dirais que ça va un petit peu plus loin parce qu'il va y avoir des fluctuations au cours de la journée. OK. Effectivement, quand le moteur est arrêté à 0, c'est qu'on dort. OK. Donc là, l'état de sommeil, on a un moteur qui s'est arrêté et ensuite on se réveille le matin et notre état d'éveil, notre petit moteur va tourner à différentes vitesses au fur et à mesure de la journée. Si on a été resté longtemps assis en classe, par exemple, ou nous autres, les adultes, on a été longtemps 3 heures en réunion, Oui. on n'a pas bougé, au bout d'un moment, notre moteur, il va perdre de la vitesse et il va descendre et on va perdre ça va affecter notre attention, notre capacité d'attention. Oui, on sait tout de quoi tu parles. Oui. Donc, ça peut arriver qu'il y a des difficultés dans ce processus-là d'ajuster son état d'éveil, donc d'autoréguler son éveil. Ça pourrait ressembler à quoi? Est-ce qu'il y aurait des indices ou c'est quoi le portrait d'un enfant qui a des difficultés d'autorégulation? Alors, c'est une très bonne question parce que ça va dépendre des âges. Ah! À chaque âge, il y a différentes façons de se réguler. Le bébé, le nouveau-né, commence à s'autoréguler au niveau de son sommeil et de ses tétés, par exemple. Donc, OK. sa faim. Et c'est ça qu'il apprend dans les premiers mois. Petit à petit, l'enfant grandit. Je dirais que quand l'enfant est à 2-3 ans, il va apprendre à rester de plus en plus longtemps sur une activité. Peut-être qu'il va tenir assis sur sa chaise tout le long du repas, qu'il va pouvoir rester sur un jouet, il va terminer le puzzle. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va être capable de maintenir un niveau d'activité de plus en plus long pour être capable de compléter les tâches qu'on lui donne. Est-ce que le niveau d'activité, c'est synonyme d'attention? Ah oui, alors on devrait parler de niveau d'éveil aussi. C'est vrai que quand je dis niveau d'activité, tu as raison. Donc, le niveau d'activité, pas de l'enfant qui fait une activité, mais le niveau d'activité ou d'activation de son système nerveux. Donc, son moteur, finalement, va pouvoir rester dans le bon état plus longtemps. C'est ça. OK, bien expliqué. Donc, tu parlais de signes, d'indices qui pourraient nous alerter sur quelqu'un qui a de la difficulté. Je dirais qu'un bébé qui a déjà du mal, au fur et à mesure qu'il grandit, qui a déjà du mal à s'endormir ou à se calmer quand il a été énervé. Oui. Il y a des bébés, ils pleurent, puis au bout d'un moment, ils arrivent à se calmer. Et puis un bébé qui pleure et qui n'arrive pas à se calmer. Bon, c'est jamais un indice tout seul, hein. Il faut mettre ça en perspective. C'est en général plusieurs indices. Mais donc, on pourrait même le repérer avec un œil averti chez un bébé. Et puis après, au fur et à mesure que l'enfant grandit,
Ben, on le voit bien dans une même tranche d'âge. Il y a des enfants qui restent sur un même jeu pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ils font une tour de cube, ils complètent un puzzle, ils regardent un livre. Et puis, il y en a qui n'arrivent pas à rester sur cette même activité jusqu'à la fin. Ça peut être un indice. Ou bien un enfant qui fait des colères, au-delà de 2 ans, hein, je m'entends, parce qu'à 2 ans, bon, c'est un peu l'âge des colères, mais au-delà de 2 ans, un enfant qui a 3 ans, 4 ans et qui continue à faire des colères régulièrement. Et après, plus âgé, ça peut être un enfant qui... Alors, celui qui a un moteur qui tourne un peu au ralenti, ça peut être l'enfant qui a du mal à se motiver, qui se sent mou, qui a plutôt envie de rester devant un écran ou dans son canapé plutôt qu'aller jouer avec des copains ou faire autre chose. Ça peut être un enfant qui s'endort un peu en classe. Ça peut ressembler à un préado qui est en classe, qui a une présence physique en classe, mais qui n'a pas une vraie présence vigilante, tu vois, qui ne retient pas ce que dit le maître, parce qu'en fait, il est là, mais il n'est pas là. Ouais. Ils sont plus difficiles à repérer ceux qui ont des moteurs qui tournent au ralenti, parce qu'en général, ils ne dérangent pas la classe. Et si on revient au profil contraire, l'extrême d'un enfant qui serait généralement plus éveillé, plus hypervigilant, alerte que le contexte le demande, ça pourrait ressembler à quoi les impacts dans le quotidien? Alors, ça peut être un enfant qui est plutôt hyperactif, qui bouge beaucoup, qui recherche le mouvement, qui est très agité ou qui parle beaucoup, qui parle à toute vitesse, qui peut avoir un diagnostic d'hyperactif. Bon, après, il y en a qui n'ont pas de diagnostic, mais qui bougent quand même. Un enfant qui a aussi du mal à récupérer, à se calmer. Un enfant qui peut être excitable un peu plus que les autres, c'est-à-dire que dès qu'il est avec 3 copains, ça part dans les tours tout de suite. Et il a du mal à organiser ses gestes, surtout pour avoir des réponses qui sont adaptées à la situation. Ou par exemple, il a du mal aussi à faire des transitions. Bon, les enfants ont joué au ballon et puis on leur dit « Bon, bah, maintenant, c'est fini, faut ranger, faut partir. » Et l'enfant, il est encore tellement là-haut, quoi, à toute vitesse qu'il commence par pas vouloir finir et puis peut-être que ça se termine en cacahuète parce que Oui. il n'arrive pas à redescendre, à ralentir. Et ça doit être plus difficile d'attraper le ballon aussi si on est hyper vigilant à tout ce qui se passe autour. Oui, tout à fait, tout à fait. Si on a du mal à ancrer son regard, à coordonner les 2 côtés de son corps, à se poser, parce qu'il faut être posé, voilà. Un moteur qui tourne à la bonne vitesse fait qu'on est ancré, on est posé. Il y a donc effectivement au niveau moteur, il y a une posture qui, nous les professionnels, on le voit, c'est une des premières choses qu'on remarque chez un enfant. Donc, si je résume, on peut autoréguler ses sensations physiques comme la faim. Ouais. On peut autoréguler ses émotions. Oui. Bah oui. On peut autoréguler son attention. Oui. Et son niveau d'activité physique aussi. Donc, les mouvements du corps pour pas être en mouvement quand c'est pas le temps d'être en mouvement et pour pas être en train de s'affaisser lorsqu'on doit avoir une posture droite, par exemple, et être concentré ou effectuer une activité. Exactement, oui. Puis au niveau de leur mouvement, est-ce qu'on peut s'attendre que si mon éveil est plus bas, mon tonus baisse, mon engagement baisse, donc l'intérêt de bien faire, donc la qualité de mes mouvements pourrait aussi diminuer? Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, les difficultés d'autorégulation en elles-mêmes appartiennent à l'enfant, mais est-ce que les caractéristiques de l'environnement, ça peut exacerber ces défis? Oui, alors il est certain que l'environnement dans lequel est l'enfant va affecter l'autorégulation. C'est la même chose pour nous tous d'ailleurs. Si on est dans une pièce calme pour travailler, il y a des grandes chances qu'on arrive à accomplir notre travail bien mieux que si on est dans un brouhaha. Et tu parlais du bruit, mais dans une classe, dans un environnement partagé,
Il faut pouvoir filtrer ce qui se passe autour de nous pour pouvoir se concentrer. Et il y a certains enfants qui ont beaucoup de mal parce qu'ils filtrent mal et du coup, euh, ça va impacter leur capacité à rester attentifs et à compléter leurs tâches, parce que ça impacte leur capacité à rester organisés dans leur système nerveux. Alors, ces enfants-là, on peut les soutenir. Nous, en ergothérapie, on reçoit beaucoup de tout petits et de plus grands pour différentes situations de handicap dans leur quotidien. Et de par notre évaluation, on pourrait faire ressortir que une des difficultés sous-jacentes pourrait être ça, l'autorégulation. Oui, tout à fait, parce que nous, en ergothérapie, on s'intéresse à la fonction, on s'intéresse à la fluidité du quotidien. L'enfant, dans toutes les activités de sa vie quotidienne, que ce soit à l'école ou à la maison ou avec ses copains, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il est capable de fonctionner de façon adéquate, autonome? Et l'autorégulation, ça fait tellement partie de ça. C'est presque un prérequis. On t'adresse un enfant pour apprendre à découper ou à écrire ou à nouer ses lacets ou à jouer au ballon avec ses copains. S'il a du mal à s'autoréguler, faut presque commencer par ça. Ouais. Parce que ça va être difficile sinon. Oui. Parce que tu parlais d'engagement et moi je parle de réponse adaptée aussi. Pour donner une réponse adaptée à chaque situation, il faut pouvoir se réguler. Je trouve que c'est vraiment significatif ce que tu es en train d'évoquer là, parce que on pourrait d'emblée se dire on va accompagner cet enfant-là au niveau de son découpage ou de sa motricité en tant que telle, mais il faut réguler le moteur pour qu'il soit disponible et là, voir comment il accomplit les activités à ce moment-là. Donc, l'autorégulation, c'est vraiment la première étape d'accompagnement. De là, c'est important d'en parler. Oui, et je trouve que le mot disponible que tu viens d'utiliser, ça, c'est un mot-clé. Être disponible, tout à fait. Qu'est-ce que l'ergothérapeute ferait s'il reçoit un enfant? Quelle approche il utilise pour aider l'enfant dans son autorégulation? Donc, mettons que le bilan a confirmé que l'enfant avait des difficultés. Alors, ça va être selon l'âge de l'enfant, bien sûr. Plus ils sont petits, plus il va falloir que les parents aient un rôle prépondérant. Donc, pour moi, c'est très important que les parents comprennent. Et c'est pour ça aussi que tu fais ce podcast, que moi j'écris un livre, je donne une formation. C'est ça, on a ça à cœur, que les parents comprennent mieux leurs enfants, parce que tout le monde va en bénéficier, les enfants et les parents. Et donc, on travaille beaucoup avec eux parce que nous, en séance, on les voit une fois par semaine, mais le reste du temps, ils sont à l'école et à la maison. On commence par faire une enquête pour savoir au cours de la journée, est-ce que c'est un enfant qui a un moteur plutôt trop lent, trop rapide, ou est-ce qu'il fluctue beaucoup de très lent à très rapide sans passer par le milieu? Est-ce qu'il a un moteur très, très rapide le soir avant de se coucher? Ça, c'est un problème. Ou au contraire, très, très lent le matin quand il faudrait se préparer pour aller à l'école. Voilà, il y a aussi tout ce qui est comment il s'autorégule quand il est seul et quand il est en groupe. Là aussi, on peut voir une grosse différence. Donc, qu'est-ce qui va impacter son autorégulation au cours de la journée et un peu les zones difficiles. Et on va lui faire prendre conscience de son petit moteur. Et encore une fois, ça va dépendre de son âge. Et puis ensuite, on va lui proposer des outils qui sont comme des stratégies qui vont aider, faciliter l'autorégulation. Et ça va être individuel, ça va dépendre d'un enfant à l'autre, ça ne sera pas les mêmes outils. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? On aime ça, le concret. Moi, je commencerai par des exemples de nous-mêmes, parce que souvent, quand on a compris avec nous-mêmes en tant qu'adultes, on comprend mieux les enfants. Bonne idée. Mais je dirais, on parlait tout à l'heure du cas de la réunion qui s'éternise un peu. Il y en a qui vont commencer à agiter leurs jambes, il y en a d'autres qui vont prendre quelque chose à mâchouiller.
Il y en a qui ont besoin de boire, bon, aussi autour de la bouche. Il y en a qui vont tripoter leur crayon. Ouais. Il y en a qui vont, il y en a qui sont là avec leurs cheveux ou leur boucle d'oreille, voilà. Nous avons des stratégies d'autorégulation dont nous n'avons pas toujours conscience, c'est presque automatisé Tout à fait. et elles sont discrètes. Ouais. Elles sont discrètes parce qu'elles ne dérangent pas les autres. Et éventuellement, on est capable de dire: «Bah, là, écoutez les collègues, j'ai besoin d'aller faire une pause, je vais aller prendre mon café dehors et puis je reviens dans 10 minutes et je serai plus vigilant». Pour les enfants, ça va être un peu la même chose, sauf que les enfants ont moins conscience de l'impact qu'ils ont sur les autres, ils y font moins attention et leurs stratégies sont plus, visibles, je dirais. Donc il y a des stratégies qui vont déranger les autres, faire des bruits avec sa bouche, taper des mains, aller toucher le voisin. Ça, c'est des stratégies qui sont peut-être efficaces, mais qui ne le sont pas parce que ça dérange les autres. Donc, il va falloir chercher avec l'enfant comment on peut remplacer la stratégie spontanée en une stratégie qui est acceptée par l'entourage. Et ça, c'est voilà, c'est le travail de plusieurs séances avec l'enfant pour faire une enquête aussi. Mais bon point, dans le fond, on prend plus une approche cognitive pour aider l'enfant à comprendre l'impact de ses stratégies actuelles et à réfléchir à ce qui pourrait remplacer celles-ci. Mais ces stratégies-là peuvent être des stratégies sensorielles aussi. Oui, tout à fait. Et par exemple, je disais tout à l'heure, je vais dehors faire une pause café. Voilà, on sait maintenant que les enfants qui font des pauses motrices au cours de leur journée d'école sont plus efficaces par la suite. Il y a des études qui ont été faites sur 10 minutes toutes les heures de pause motrice va réveiller la vigilance, le moteur et va permettre d'être plus efficace. Ce que tu viens de dire va probablement interpeller les enseignants, peut-être les éducateurs et éducatrices aussi en groupe. Ça veut dire qu'on pourrait proposer des activités sensorielles à tout un groupe et observer, dans le fond, l'impact. Et si on perçoit que ces stratégies-là aident à réguler l'éveil en général du groupe, c'est bien de le faire en prévention et non seulement lorsque le petit moteur est plus à la bonne place. Oui, on aimerait ça soit plus mis en place. Et il y a des enseignants qui le font et qui ne voudraient plus changer parce qu'ils voient, ils observent la différence et le plaisir des enfants, mais aussi leur impact à eux. Après, les enfants les écoutent, alors qu'avant, ils les avaient un peu perdus ou perdu leur attention. Fait que si on poursuit avec des idées concrètes, disons qu'on est dans un groupe en classe et que nos élèves sont en train de s'endormir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et à l'inverse, on a des élèves qui sont désorganisés, qui ont la bougeotte et on sent là qu'ils sont surstimulés et on veut les apaiser un peu parce qu'on veut faire de la grammaire, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un groupe? Alors, les pauses motrices peuvent bénéficier à tous ces élèves-là, aussi bien ceux qui ont un moteur un peu lent que ceux qui ont un moteur un peu rapide. Ça, c'est intéressant. Oui. Et comment ça se fait que ça agit par les deux bouts comme ça? Alors, est-ce que je parle d'approprioception? Ben oui! Donc, on sait que donc le système proprioceptif, c'est quand même le système qui, par le biais du cervelet, va moduler les autres données sensorielles. Et donc, on sait que quand on fait des activités proprioceptives, c'est-à-dire en résistance, comme pousser, tirer, porter quelque chose un peu lourd, va aider aussi bien un moteur un peu lent qu'un moteur un peu rapide. Donc là, c'est un outil qui, de façon générale, fonctionne bien avec beaucoup d'enfants. Donc, la proprioception, on la sollicite en utilisant les muscles. Les gros muscles, et donc ça peut être sauter, ça peut être
pousser quelque chose. Mhm. Ça peut être tirer, comme un tir à la corde, par exemple. Est-ce qu'il y aurait des stratégies euh, proprioceptives qui peuvent être restreintes, dans le fond, qui se feraient au pupitre sans se lever debout et sans sortir une corde dans la classe? Oui, on peut déjà vérifier que les enfants aient un appui sous les pieds, qu'ils aient, tu vois, ou alors de mettre une bande de caoutchouc entre les barreaux de chaise pour qu'ils puissent se procurer un petit retour sensoriel sous les pieds. Il y en a qui font des petites pompes avec leurs mains en se poussant sur la chaise. C'est pas toujours efficace pour tout le monde, hein. Faut voir, faut essayer. Mais ça vaut vraiment la peine d'essayer. Et tu parlais d'environnement. As-tu d'autres stratégies au niveau de l'environnement qui peuvent aider un enfant à s'autoréguler? Je dirais que c'est important d'être vigilant sur la façon dont on décore les lieux, dont on aménage un espace pour pas qu'il soit trop stimulant. On voit des fois des classes qui sont bariolées du plafond au sol et il y a tellement d'informations, ça donne le tournis et on se dit que finalement il y a trop et on voit plus rien. Alors que dans un environnement plus épuré, plus zen, on se concentrerait plus facilement et ça peut jouer. Donc être vigilant sur l'environnement et pareil, l'environnement sonore aussi. Prévoir des plages de calme, des plages de silence, on n'y pense pas toujours, mais c'est important et il y a des enfants qui vont être encore plus sensibles à ça que d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qu'on peut considérer ou d'autres conseils que tu aurais pour des familles qui accompagnent un enfant sur une base individuelle pour leur régulation? Bah, il y a toutes les stratégies tactiles aussi. Donc, c'est tout ce qui va concerner les activités qu'on fait avec des textures, avec les mains, qui peut aider certains enfants, mais pas tous, encore une fois, ça va être individuel. On voit comme il y a des personnes qui aiment bien tripoter des objets et d'autres pas du tout. Le tactile peut être un moyen d'apaiser un moteur un peu rapide. On voit les enfants qui jouent dans un bac à sable, par exemple, qui arrivent à rester, des heures, en train de jouer, au sable. D'ailleurs, on voit là où les enfants sont le mieux régulés, souvent c'est à la plage ou, dans des endroits, dans l'eau, quand ils sont à la piscine. Ouais. Oui. Les adultes aussi, on est tous bien à la plage Oui, oui, oui. et dans la piscine. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que, par exemple, de la proprioception, même du tactile, ça peut être activant ou apaisant et que l'idée, ce n'est pas de partir avec une recette ou une activité en particulier, mais de voir l'impact de l'activité ou la stratégie qu'on utilise avec l'enfant. Et si on voit que ça a l'impact souhaité, ben on peut la réutiliser dans des moments stratégiques pour l'aider à s'autoréguler. C'est ça. Oui. Est-ce qu'au niveau des autres sens, il y aurait des exemples que tu pourrais donner au niveau de peut-être l'oral, la bouche ou même les sons? Bah, déjà la bouche, bah, j'ai parlé de proprioception tout à l'heure, mais les mâchoires vont aussi, donc quand les mâchoires s'activent, par exemple quand on mâche de la gomme ou qu'on mâche, notre repas, un sandwich ou quelque chose, voilà, on va fournir pas mal d'informations proprioceptives aux mâchoires et ça peut être régulateur aussi. Plus comme les carottes que le sandwich au jambon, j'imagine? Parce que c'est plus dur, hein, quand c'est croquant. En fait, ça va dépendre. Il y en a qui sont plus croqués, il y en a qui sont plus mâchés, il y en a qui sont plus soufflés. C'est vraiment quand je fais des enquêtes avec les enfants et les enfants savent très bien ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils préfèrent pas. Ce qu'il faut bien, savoir aussi, c'est que ça va fluctuer au cours de l'année, au fur et à mesure que l'enfant grandit, ces stratégies peuvent se modifier. J'ai eu hier encore un enfant qui disait, «Moi avant j'avais besoin de mâchouiller, je mâchouillais tout le temps mes stylos, mes manches, tout. Mais maintenant je suis plutôt, c'est souffler qui m'intéresse».
Et maintenant, il a envie de souffler tout le temps. Au niveau sonore, les sons, est-ce qu'il y a des façons d'utiliser pour moduler l'éveil des enfants? On peut faire des expériences avec l'enfant, mettre l'enfant dans 3 situations différentes pour faire ses devoirs. Par exemple, on peut dire, lundi, tu vas faire tes devoirs à la table de la cuisine avec tes frères et sœurs tout autour et les parents qui font à manger, etc. Mardi, tu vas faire tes devoirs tout seul dans ta chambre. Et puis mercredi, tu fais tes devoirs dans une pièce avec un casque. Et on verra quel est le jour où ça a été le plus facile pour toi de faire tes devoirs. Et ça peut être une façon, c'est comme une sorte de petite expérimentation. Et peut-être qu'il y a un enfant qui va dire à moi, il faut que la radio soit allumée, ça m'aide à me concentrer, je fais mes devoirs avec la radio allumée, c'est génial. Et un autre dit, ah non, moi c'est le casque. Et avec la lumière, on peut faire la même chose? Avec la lumière, c'est la même chose. Il y en a qui sont mieux avec une lumière très, très forte, d'autres pas au contraire, plutôt naturelle, d'autres sont presque mieux dans la pénombre. Là aussi, c'est des différences individuelles. Pour être sûr qu'on fait le tour puis qu'on ne l'oublie pas, il y a les odeurs aussi, les goûts. Est-ce qu'il y aurait des stratégies qu'on peut aller chercher dans ces sens-là? Alors, il y a moins d'études qui ont été faites, mais les odeurs, on sait qu'il y a des huiles essentielles, par exemple, qui sont plus calmantes, comme la lavande notamment, ou la camomille, qui ont un effet apaisant. C'est des constatations qu'on fait. On sait que les odeurs de menthe poivrée sont plus alertantes. Il y a une expérience qui a été faite avec de la menthe poivrée dans une classe américaine et la performance des élèves au test qui a été... ils ont remarqué la différence. Pour les goûts, il y a des personnes qui vont chercher les goûts plus épicés, plus relevés, la moutarde, les cornichons, la nourriture indienne, qui vont plus satisfaire leurs papilles parce qu'ils ont besoin plus d'intensité. Et d'autres gens qui, au contraire, vont refuser, vont plutôt chercher des goûts plus neutres. Voilà, donc là aussi, à explorer. Alors, si on veut ramener toute cette information-là ensemble et parler de la perspective sur le développement moteur et le rendement dans les activités motrices pour les enfants, comment on peut utiliser ces notions-là d'autorégulation pour favoriser la motricité d'un enfant qui aurait ces défis-là? Avant de faire de proposer une activité à un enfant, l'idéal serait de se poser la question, et parfois c'est visible à l'œil nu, est-ce que cet enfant est disponible? Est-ce qu'il est en mesure d'apprendre cette nouvelle tâche? Est-ce qu'il est en mesure de participer à ce petit groupe ou à une séance en individuel ou à l'activité en classe? S'il n'est pas en mesure, c'est peut-être de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans 10 minutes, il soit disposé, disponible et prêt à faire cette activité. Donc, commencer par se poser la question, est-il disponible? À quelle vitesse tourne son moteur? Ou comment est-ce que je voudrais que son moteur soit pour cette activité? Voilà. Et donc là, je dispose de 10 minutes jusqu'au début de l'activité. Qu'est-ce que je peux lui proposer? Donc, en fonction de l'enquête qu'on aura fait avec l'enfant sur les stratégies qui fonctionnent avec lui, on pourrait, par exemple, lui proposer une stratégie motrice qui serait d'aller sauter à la corde pendant 5 minutes ou jusqu'à 100 ou dehors si on peut, parce que l'air frais est plutôt alertant et plutôt organisateur du système nerveux. Donc, si c'est possible, dehors, on pourrait lui proposer quelque chose comme ça. Ou alors, un plus petit, ça pourrait être de passer 5 minutes sur une balançoire, de se balancer. Pour un autre, ça pourrait être de sauter sur un petit trampoline. Voilà, ça, ce sont des stratégies motrices qui préparent l'enfant
à l'activité qui va venir. Et si on pose des mots dessus, c'est-à-dire on explique à l'enfant pourquoi on lui recommande ça, peu à peu, il va pouvoir l'intégrer dans sa vie quotidienne comme étant une stratégie qui lui permet de se rendre plus disponible. Après, il faut qu'il ait un environnement de parents, d'enseignants, d'éducateurs qui soient sensibilisés à ce concept et qui puissent entendre les besoins de l'enfant et que l'enfant soit capable de l'exprimer aussi. Dans un idéal, tu fais une activité avec cet enfant, puis à un moment donné, sa vigilance baisse ou il n'y arrive plus. Soit c'est toi qui le vois et tu lui demandes est-ce que tu aurais besoin d'une petite pause motrice avant qu'on continue. Soit tu ne le sais pas, c'est lui qui te demande, qui dit j'aurais besoin de faire une petite pause. Ça serait un idéal. Mais de là, l'autorégulation. Donc, au début, on fait de la co-régulation. Donc, on lui rappelle ce qui pourrait l'aider et éventuellement, il le sait de lui-même. C'est autour de 8 ans que les enfants sont capables d'être autonomes au niveau de l'autorégulation. Parce qu'ils ont un regard sur eux-mêmes, ils peuvent avoir un regard extérieur sur eux-mêmes. Avant cela, ils ont vraiment besoin de notre aide encore. Donc, il faut réduire nos attentes lorsqu'on est face à un enfant de 4, 5, 6 ans. Oui, bien sûr. Bien sûr, demander à des enfants de 2 ans d'être assis sur une chaise pendant 1 heure, c'est pas réaliste. Alors, utiliser la motricité pour rendre l'enfant disponible pour n'importe quelle de ses activités. Et aussi, on peut utiliser la motricité ou d'autres stratégies sensorielles pour aider l'enfant à mieux performer ou s'engager dans des activités motrices, des sports par exemple, ou des activités d'apprentissage en classe qui demandent de la motricité et de la précision. Oui, et tu dis s'engager, c'est vrai, c'est s'engager et rester engagé, rester attentif. On n'a pas trop prononcé le mot attention, mais la qualité d'attention et la longueur, l'envergure de l'attention, donc la longueur dans le temps, elle est très dépendante de l'autorégulation. Et on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des troubles de l'attention. Et je recommande qu'on fasse une enquête pour chacun de ces enfants sur leur capacité à s'autoréguler. Parce que ça fait partie de ce tableau clinique de trop, de pas assez. C'est maintenir son attention tout au long de la tâche jusqu'à ce que j'ai terminé l'activité. Donc, enquêter et s'autoréguler. C'est le grand message à retenir de notre conversation sur ce sujet-là. Si on veut en savoir plus, Isabelle, si on veut se documenter, prendre des formations, qu'est-ce que tu recommandes comme ressources? Autant pour les parents que pour les professionnels. Alors, en ce qui me concerne, ce que j'ai produit moi, donc j'ai écrit ce livre, L'enfant extraordinaire, où il y a tout un chapitre sur l'autorégulation et où je donne des exemples très concrets, je donne des pistes, il y a aussi une checklist, voilà, avec un certain nombre d'indices qui peuvent permettre de se faire une idée par rapport à un enfant en particulier. Et dans la continuité du livre, j'ai également créé cette formation en ligne asynchrone, c'est-à-dire qu'il y a 6 chapitres, on les fait à son propre rythme. Et à chaque fois, dans chaque chapitre, il y a environ 30 minutes de vidéos à regarder, à écouter. Ensuite, il y a un quiz et ensuite, il y a une activité qui permet de passer à la pratique et qui permet donc d'ancrer ce qu'on vient d'apprendre dans notre réalité, qu'on soit parent ou qu'on soit professionnel. Mais c'est magnifique, ça nous intéresse et je vais mettre tous les liens pour te retrouver, Isabelle, retrouver ton livre La Maison des enfants extraordinaires dans les notes sous le podcast. Merci pour ton temps, ton expertise, c'était vraiment intéressant et au plaisir de rejaser avec toi dans le futur. Merci Josiane de m'avoir donné la parole, d'avoir organisé ce podcast. Salut! Salut! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux
consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!